Bonjour tout le monde, je m'appelle Marie-Ève Rancourt, je suis professeure agrégée à HEC Montréal. Donc aujourd'hui, je vais répondre à la question « Comment la science des données peut servir l'humanitaire? » Donc pour répondre à cette question, ce que je vais faire, c'est que je vais vous présenter deux projets de recherche dans lesquels on a travaillé avec des organisations humanitaires pour répondre à leurs besoins. Donc, le premier projet de recherche porte sur la conception d'un réseau de prépositionnement collaboratif dans les Caraïbes, alors que le deuxième projet porte sur la restauration d'un système d'approvisionnement en eau potable au Népal. Donc, pour s'assurer qu'on parle le même langage, parce que ce sont des projets qui sont en lien avec la logistique. Donc, c'est quoi la logistique? La logistique, c'est la gestion des flux du point d'origine jusqu'au point de demande. Et dans le cas de la réponse à une catastrophe ou la réponse à un désastre, donc la demande est générée par une crise politique, une guerre, un tremblement de terre, une famine ou d'autres désastres. Donc, en général, les services qu'on offre dans le cadre humanitaire peuvent être la distribution d'items de secours, des services de santé ou alors des abris temporaires. Donc, c'est toute la gestion des flux, c'est-à-dire c'est associé à l'approvisionnement de marchandises, au transport, à la gestion de la demande, à la gestion aussi des ressources humaines. Donc, on dit que l'humanitaire, c'est de la logistique. On estime que 80% des efforts qui sont liés à la réponse à une crise, c'est en lien avec des activités logistiques. Donc, l'efficacité de la logistique va avoir un impact important sur le succès ou l'échec d'une réponse. Donc, ce que vous voyez ici, c'est le cycle de gestion des désastres. Donc, la première étape, en général, c'est l'étape de mitigation. Donc, ce sont toutes les activités qui servent à éviter ou à mitiger les risques. Mais comme on ne pourra pas éviter tout désastre d'arriver, donc il faut aussi mettre des plans en place, donc c'est la préparation, pour être prêt lorsque un désastre arrive et pouvoir répondre. Donc, quand on répond, donc une des premières étapes, c'est de faire une évaluation des besoins rapidement, faire de l'évacuation, enlever aussi des fois les débris, puis aussi faire de la distribution d'items de secours ou aller rejoindre les personnes qui ont besoin de services de santé, jusqu'à ce qu'on tombe dans une phase un peu plus stable et qu'on puisse faire de la reconstruction. Donc, c'est un cycle itératif qui sert à la gestion des désastres. Donc, le premier projet qui porte sur la conception d'un réseau de prépositionnement, donc s'insère dans la phase de préparation aux catastrophes et il touche surtout le 17e but des objectifs du développement durable qui ont été mis par l'ONU en 2015. Alors que le deuxième projet porte sur la reconstruction, sur la phase de reconstruction qui est la restauration d'un système d'approvisionnement en eau potable. Et ce projet touche le 6e objectif du développement durable de l'ONU, qui est sur l'eau propre et l'assainissement. Donc, quand on parle de science des données, donc dans le cadre de ce que je fais, l'idée, c'est de colliger toutes les données qu'on est capable de trouver. Donc, ça peut être des données qui viennent d'images satellites, ça peut être des données qui viennent de rapports officiels, ça peut être des statistiques sur la population, ça peut être aussi des cartes qui ont été faites par des personnes qui contribuent à générer des cartes dans le cadre d'un désastre. Donc, on ramasse des données qui nous aident à avoir une idée de la situation et aussi de comprendre quel est le problème sur lequel on va s'attaquer. Donc, on analyse les données, puis aussi souvent, comme on n'a pas toujours toutes les données qu'on voudrait, il faut faire de l'estimation. Donc, on développe des méthodes statistiques qui nous aident à faire des estimations pour les données qu'on n'a pas, puis aussi pour bien comprendre les données qu'on a. Une fois que tout ça est en place, donc on va modéliser les problèmes en utilisant de la programmation mathématique souvent. Et comme ce sont des problèmes qui sont extrêmement difficiles à résoudre, donc on doit développer des algorithmes ou des méthodes de résolution. Une fois qu'on a des solutions, mais on peut aussi analyser les résultats. Donc, on va essayer de faire de la visualisation de données
autant pour les résultats que pour nos données, pour voir si les solutions qu'on propose font du sens et qu'on puisse les partager avec le partenaire ou les partenaires. Puis souvent, on doit itérer parce que, il nous manquait de l'information, les solutions sont pas tout à fait ce qu'ils pensaient que ça devrait avoir l'air. Donc là, on comprend qu'on a oublié de considérer quelque chose. Donc, c'est un processus itératif jusqu'à ce qu'on arrive avec des solutions qui font du sens pour les partenaires puis qui font du sens dans le contexte. Donc, le premier projet, c'est un projet qui a été fait avec Selene, qui était une postdoc à l'époque, avec Burcu Balcik, qui est professeur en Turquie, et professeur Laporte aussi. Ce projet a été fait en collaboration avec CDIMA, qui est de Caribbean Disaster Emergency Management Agency. Donc, c'est une agence intergouvernementale de gestion des catastrophes dans les Caraïbes. Et ce projet-là a été aussi fait en collaboration avec la Fédération internationale des sociétés de la Croix-Rouge et du Croissant-Rouge, qui est une organisation internationale qui est très active dans les Caraïbes. Le prépositionnement, c'est une stratégie cruciale de préparation aux catastrophes. L'idée, en fait, c'est de prépositionner ou d'entreposer des items de secours. Donc, ces items peuvent être entreposés dans des entrepôts à l'international, donc à travers le globe. Donc, certaines organisations internationales de grande envergure vont avoir des entrepôts à différents endroits stratégiques dans le monde où ils vont entreposer des items de secours. Ça peut être aussi fait de façon régionale ou nationale, donc ça peut être des agences gouvernementales, des agences municipales ou des organisations humanitaires qui vont aussi entreposer des items de secours dans le pays ou dans une région particulière. L'idée, c'est que lorsqu'une catastrophe arrive, on n'a pas le temps d'appeler son fournisseur pour faire une grosse commande de couverture puis s'attendre à ce que ce soit prêt en 2 jours. Donc, c'est pourquoi qu'on a besoin de garder des items de secours pour s'assurer qu'on puisse répondre rapidement lorsqu'on en a besoin. Donc, ça vient aussi rejoindre le concept de réserves stratégiques, comme des réserves stratégiques de nourriture que les pays vont garder lorsqu'il va y avoir une pénurie. Donc, dans le cadre de cette étude, donc, on s'intéresse à la région des Caraïbes, qui est une région qui est touchée par plusieurs catastrophes à chaque année. Et on s'intéresse à un type d'item qu'on appelle des trousses familiales ou des family kits, qui comprend plusieurs items comme des couvertures, des filets pour les moustiques, des petites casseroles ou des équipements pour pouvoir faire la cuisine. Donc, tout ça, c'est une trousse familiale qu'on va pouvoir donner à une famille pour s'assurer de leurs besoins primaires si jamais ils ne peuvent plus utiliser leurs propres installations. Donc, le prépositionnement, en général, c'est une stratégie qui est beaucoup utilisée, mais même si plusieurs organisations vont travailler dans la même région, souvent, ce sont des décisions qui vont être prises de façon indépendante. Donc, on ne coordonne pas nécessairement qui garde quoi et en quelle quantité. Donc, ce sont des décisions qui sont prises de façon indépendante par les différentes organisations humanitaires ou agences gouvernementales ou municipales. C'est une stratégie qui est importante, mais qui peut être aussi coûteuse. Donc, ce n'est pas nécessairement facile de déterminer quel est le bon niveau d'inventaire qu'on doit garder pour pas que ça coûte trop cher, mais pour pouvoir aussi assurer un bon niveau de service lorsqu'un désastre arrive. Donc, dans ce contexte-ci, comme je l'ai mentionné, donc, on s'intéresse à la communauté des Caraïbes. Donc, on regarde dans la région, on regarde pour 20 différents pays. Puis, l'idée, c'est de pouvoir proposer une solution afin d'augmenter les capacités régionales aux catastrophes et de favoriser la collaboration entre les différents pays. Puis les Caraïbes, comme vous le savez, c'est une région dans laquelle il y a des ouragans à chaque année. Donc, c'est une région qui est sujette à des tremblements de terre, à des inondations, etc. Mais pour ce projet-là, on va surtout se concentrer, on va en fait simplement se concentrer sur les ouragans parce que c'est un type de catastrophe qui est pas facile à prévoir, mais comme on sait que ça arrive à chaque année pendant la saison des ouragans, donc c'est un peu plus facile de modéliser l'incertitude pour ce type de catastrophe ou ce type de désastre.
Donc, l'incertitude, c'est qu'on doit prendre des décisions aujourd'hui à déterminer, OK, on va localiser où des entrepôts, quelle quantité d'items on va garder dans les entrepôts, sans savoir dans le futur quels vont être les pays affectés, quel va être le niveau de demande, quels vont être les besoins. Donc, pour ça, ce qu'on veut faire, c'est une stratégie de prépositionnement collaborative pour augmenter les capacités régionales et ce qu'on veut chercher à faire, c'est bénéficier de la mutualisation des risques. Donc, c'est le même principe, en fait, que des assurances, où on a plusieurs personnes qui participent aux assurances, mais comme tout le monde n'est pas nécessairement malade en même temps, donc c'est comme ça qu'on arrive à aider. Donc, l'idée ici, c'est qu'on a plusieurs pays. Donc, comme tout le monde ne sera pas touché en même temps, donc on arrive à mutualiser les risques. Donc, ce qui fait qu'on va avoir besoin de moins de ressources pour arriver à donner le même niveau de service. Donc, actuellement, dans les Caraïbes, ils ont 4 points focaux ou sous-régionales, comme ils les appellent. Donc, ils ont déjà un entrepôt en Jamaïque, Trinidad et Tobago, dans les Barbades et Antigua et Barbuda. Et comment ils partagent le budget, disons, au début de l'année entre les différents pays. Donc, ce qu'ils ont fait, c'est qu'ils ont divisé les pays en 4 groupes qui dépendent, mettons, de la population et des données de PIB. Puis, disons, le premier groupe, s'il paye un certain pourcentage, alors le deuxième groupe paye 2 fois plus que le premier groupe et le troisième groupe paye 4 fois plus que le premier groupe. Donc, ça, ce sont des données approximatives parce que je ne peux pas vous donner les chiffres exacts, mais vous voyez, en fait, l'idée, c'est que certains pays qui sont plus risqués vont payer plus que d'autres pays qui sont moins risqués. Donc, la difficulté que Sidima nous a mentionnée, c'est que, bon, les décisions sur le prépositionnement, comme le directeur Ronald Jackson nous avait dit, n'ont pas été prises sous des bases scientifiques. Donc, il y a beaucoup de place à amélioration et le mécanisme actuel d'allocation budgétaire, disons, et des ressources était inadéquat. Donc, il y avait place à amélioration et on voulait proposer une approche qui permettrait, de mieux définir le réseau, quels sont aussi les niveaux d'inventaire à garder et de proposer un mécanisme de financement plus adéquat. Donc, comment on va faire ça? Donc, on va proposer une approche objective et basée sur une approche scientifique. Et ce qu'on a fait, c'est utiliser l'optimisation stochastique. Donc, on propose un modèle d'optimisation stochastique qui va nous permettre de déterminer quels seraient les niveaux d'inventaire à garder où et comment on devrait partager les coûts dans le réseau. Donc, en fait, dans ce contexte-là, on a 2 types de décisions à prendre. Donc, on a des décisions qui sont en lien avec la conception d'un réseau physique, c'est-à-dire on met où les entrepôts, on en met combien et quelle quantité de stock on garde dans les différents entrepôts. Puis, une fois qu'on a ça, il faut aussi déterminer quel est le montant qu'on va avoir besoin pour financer le réseau. Donc, on a besoin d'avoir un budget pour acheter les items, pour payer les frais de location pour les entrepôts. Puis aussi, on doit déterminer chaque pays va payer combien dans ce contexte-là, sachant qu'on ne sait pas qui va utiliser quoi dans le futur. Donc, l'idée, c'est que pour couvrir les coûts, ce qu'on voudrait arriver à proposer, c'est une méthode qui va s'assurer qu'on couvre l'investissement total nécessaire et que chaque pays, le montant qu'il va devoir déverser, reflète les risques qu'ils apportent dans le système. Dans ce contexte-là, on a déterminé un réseau de manière à avoir un certain niveau de service. Donc, s'il y a un désastre, dans un pays, on couvre un nombre maximal de 12 000 trousses familiales. Maintenant, pourquoi on offre un niveau maximal? Bien, c'était aussi basé sur les pratiques de la Fédération internationale de la Croix-Rouge. Donc, on a déterminé que ce serait une quantité raisonnable à miser si jamais il arrive une catastrophe, donc un maximum de 12 000 trousses familiales. Ensuite, on veut s'assurer qu'au moins 10 % de la demande peut être satisfaite en 3 jours et que le reste de la demande devrait être satisfaite en au plus 1 semaine.
Ici, bon, c'est une approche générale. Donc, l'idée, c'est d'avoir un modèle d'optimisation, mais pour pouvoir faire le modèle, on a aussi besoin d'informations pour rentrer dans le modèle qui va pouvoir nous proposer des solutions. Donc, je vais discuter brièvement des différents éléments qu'on a besoin. Donc, on avait besoin de beaucoup d'informations et l'information ne pouvait pas provenir d'une seule source. Donc, on a dû trouver de l'information un peu partout. Donc, on avait besoin d'informations sur les connexions logistiques, sur les infrastructures logistiques, sur les coûts logistiques. On avait besoin aussi de pouvoir modéliser l'incertitude sur la demande qui venait des ouragans. Donc, on a eu à trouver de l'information qui provenait de différentes sources. Donc, pour les ouragans, donc, on a pris de l'information sur l'historique des ouragans qui venait de 3 différentes banques de données, ce qui nous a permis de refaire les trajectoires des ouragans de 1950 à 2017, de trouver la période de l'ouragan, quelle était la force de l'ouragan quand il est passé à travers les différents pays que l'ouragan a touchés, et aussi quels étaient les impacts de chacun des ouragans. Donc, en retravaillant les anciennes trajectoires des ouragans, ça nous a permis de générer 310 scénarios probables de demande pour les trousses familiales. Ensuite, pour déterminer quels étaient les endroits potentiels là où on pouvait mettre des entrepôts. Donc, on a fait une étude exploratoire avec CIDIMA. Donc, on a étudié les infrastructures logistiques des différents pays, leur exposition aux risques, la stabilité politique et la sécurité. Puis, on en est venu à la conclusion qu'il y avait 10 pays pour lesquels ça pourrait être possible de mettre un entrepôt. Ensuite, pour pouvoir définir la structure du réseau, donc il fallait déterminer quelles îles étaient connectées par voie aérienne, par voie maritime. Donc, on a ramassé de l'information de compagnies aériennes, on a de l'information qui nous a aussi été donnée par la Fédération internationale de la Croix-Rouge. On a aussi ramassé de l'information pour savoir quelles étaient les voies maritimes entre les différents pays, ce qui nous a permis d'estimer le temps de transport, les coûts de transport et quelle île pouvait desservir quelle île. Donc, une fois qu'on avait tout ça, on avait toute l'information nécessaire pour pouvoir modéliser notre problème. Donc, ce que vous voyez ici, c'est le modèle mathématique qui représente notre problème de décision. Donc, je ne vais pas aller en détail dans le modèle, mais je vais juste vous parler de la partie du modèle qui s'intéresse au partage de coûts entre les pays. Donc, ce qu'on veut déterminer, c'est quel est le montant que chaque pays devrait payer. Donc, comment on a déterminé ce montant-là? On s'est dit que le montant qui devrait être payé par chaque pays devrait au moins couvrir les coûts moyens à travers les différents scénarios. Donc, le coût moyen, ce que vous voyez ici. Mais bon, le coût moyen ne permettra pas de satisfaire, de pouvoir desservir dans tous les cas possibles parce que des fois, il y a des saisons où il y a plus de catastrophes qu'une autre, donc la demande est beaucoup plus élevée. Donc, si on s'assure simplement de pouvoir couvrir la demande moyenne, donc ça ne pourra pas nous permettre de couvrir plusieurs cas possibles là où la demande est plus élevée que la moyenne. Donc, ce qu'on a fait ici, c'est qu'on a dit que chaque pays devrait, au moins payer le coût moyen, plus une certaine marge. Puis cette marge-là, elle est en fait proportionnelle au risque que le pays apporte dans le système. Puis une mesure de risque, c'est l'écart type. Donc, on prend l'écart type de la moyenne. Puis ici, qu'on multiplie par une certaine proportion. Donc, toute la somme aussi de tous les montants payés par les pays devrait au moins couvrir le budget nécessaire pour pouvoir mettre le réseau en place et répondre à une catastrophe. Donc, ce qu'on arrive à démontrer, c'est que lorsqu'on est à l'optimum, lorsqu'on obtient la solution optimale, donc on dit que cette contrainte-là, elle est, en anglais, on a dit « bounded ». Donc, on arrive à montrer qu'en fait, chaque pays paye
la même chose, c'est-à-dire le coût moyen plus la même proportion de risque. Puis dans le modèle d'optimisation, ce qu'on cherche à faire, c'est de minimiser cette valeur-là qui est ici, la valeur de Z. Donc, on s'assure que chaque pays paye le minimum nécessaire pour couvrir leurs risques. Donc, une fois qu'on a tout ça, donc le modèle nous propose une solution. Donc, la solution proposée dans ce contexte-là, c'était d'avoir un entrepôt à Belize avec 12 000 kits, une en Dominique et de 12 000 kits, une en Grenade avec près de 22 000 kits et une en Guyana avec avec 24 000 kits. Donc, ça, c'est la solution optimale proposée par le modèle en termes de structure du réseau. Puis ici, ce que vous voyez, c'est en fait le partage des coûts. Donc, ce qu'on voit ici, c'est le modèle, ce qui propose que chaque pays, quel montant il devrait donner. Puis ici, ce qu'on voit, c'est dans le fond les mesures d'estimation de risque, c'est-à-dire la demande de chaque pays, puis l'écart type de chaque pays. Et ce qu'on voit bien, c'est que maintenant, avec notre approche, chaque pays doit payer un montant qui est proportionnel au risque qu'ils apportent dans le système. Puis, ce graphe-là, ce qu'il montre, c'est intéressant. Donc, ce que vous voyez ici, c'est si chaque pays devait entreposer ce qui est nécessaire pour répondre à leurs demandes individuellement, donc ça serait la quantité totale d'inventaire ou de stock qu'on aurait besoin. Maintenant, quand ils travaillent ensemble, donc à faire de la collaboration, donc pour offrir le même niveau de service, on a besoin d'à peu près 2 fois moins de stock que si on travaille individuellement. Donc, il y a beaucoup de bénéfices à collaborer, que les pays collaborent ensemble. Le deuxième projet que je vais vous présenter, qui est sur la restauration d'un système d'approvisionnement en eau potable au Népal, a été fait en collaboration avec la Croix-Rouge autrichienne et avec le département de géo-informatique de l'Université de Salzbourg. Donc, de notre côté, ici à Montréal, on a travaillé avec Séléné, avec Jessica, qui étaient 2 postdocs à l'époque à HEC Montréal, et avec professeur Laporte aussi. Donc, en 2015, le Népal a été frappé par 2 tremblements de terre en l'espace d'à peu près 3 semaines, qui a causé des dommages importants. Et la plupart des régions les plus touchées ou des communautés les plus touchées étaient localisées dans des montagnes, donc assez difficiles d'accès. Et on estime qu'environ 1,1 million de personnes avaient plus accès à de l'eau potable. Donc, dans ce cadre-là, la Croix-Rouge autrichienne, en collaboration avec la Croix-Rouge suisse et la Croix-Rouge népalaise, ont fait les opérations de reconstruction. Donc, ils ont ciblé 4 secteurs humanitaires et en particulier celui de WASH qui porte sur l'eau, l'assainissement et hygiène. Et c'est sur une partie de ce projet-là qu'on a travaillé avec eux. Donc, l'idée était de réhabiliter 18 systèmes endommagés dans différentes régions du Népal. Donc, l'objectif de la Croix-Rouge dans ce contexte-là, c'était de localiser des robinets communautaires d'eau potable de manière à ce que les gens puissent y accéder tout en respectant les normes nationales pour avoir accès à l'eau potable. Et ici, comme on est au Népal, dans des régions éloignées, donc on parle de régions montagneuses. Donc, les normes nationales, ce qu'elles imposent, c'est que chaque maison, petite maison, devrait avoir accès à un robinet communautaire à une distance horizontale maximale de 150 mètres et une distance maximale verticale de 50 mètres. Mais dans certains cas exceptionnels, on peut aller jusqu'à 250 mètres de distance horizontale et 80 mètres de distance verticale. Donc, les décisions à prendre dans ce contexte-là, c'est où localiser les robinets d'eau potable et une fois qu'on sait où les localiser, comment on va les connecter pour s'assurer qu'ils puissent avoir de l'eau qui va couler des robinets. Donc, ici, vous voyez une image simplifiée du problème. Donc, on veut déterminer où on localise les robinets. Ces robinets vont couvrir quelle maison et comment on va les connecter aux sources. Donc,
c'est ce qu'on appelle en anglais, c'est le problème de faire la conception de Steiner Forest. Donc, en optimisation, c'est un problème qui est extrêmement difficile à résoudre. Donc, l'objectif primaire, c'est de s'assurer l'accès au robinet communautaire et l'objectif secondaire, c'est d'assurer de connecter le réseau à moindre coût. Donc, quelles sont les informations qu'on avait besoin dans ce contexte-là pour pouvoir faire le modèle mathématique et le résoudre? Donc, on avait besoin d'informations géographiques. Donc, on avait besoin du nombre et des coordonnées des ménages ou des maisons et du nombre et des coordonnées des sources d'eau potable. Puis pour pouvoir déterminer cette information-là, ce qu'on a fait, c'est qu'on a travaillé à partir d'images satellites qui nous a permis d'extraire cette information-là à partir des images satellites. On avait aussi besoin d'informations sur comment ça marche un système de gravité, parce que dans ce contexte-là, ce qu'ils utilisent, c'est des systèmes par gravité. Donc, on avait besoin de comprendre comment ça fonctionne. On avait besoin d'estimer les distances aussi, les capacités des sources. Donc, pour faire ça, on a lu des rapports techniques. On a aussi eu de l'information de la Croix-Rouge qui nous a permis de comprendre le système. Parce que ce qu'on voit, c'est que lorsqu'on a un robinet, pour pouvoir le connecter à une source, on peut mettre des tuyaux qui vont en haut et en bas, mais on ne peut jamais dépasser la hauteur de la source. Puis aussi, même si on ne dépasse pas la hauteur de la source, on doit s'assurer que la hauteur de la source, moins la hauteur du robinet, moins la distance entre les deux divisé par 10, c'est plus grand que 0, pour s'assurer qu'il y a assez de pression dans le robinet pour qu'il y ait de l'eau qui puisse couler. On avait aussi besoin d'informations qui étaient dans aucune base de données, donc il fallait pouvoir estimer les distances entre les maisons puis les localisations potentielles de robinets, les distances pour les tuyaux. Puis pour pouvoir faire ça, comme on était dans un système qui est comme en 3 dimensions, donc il a fallu développer un algorithme qui nous permet d'estimer toutes les différentes distances, puis qui nous permet aussi de voir si on respecte les standards pour l'accès à l'eau et qu'on respecte les contraintes techniques d'un système de gravité. Comme vous pouvez l'imaginer, là, on travaillait ici avec une très grande quantité de données qui venaient d'images satellites, de rapports et des données qu'il a fallu extraire avec des algorithmes. Donc, ça a été un processus assez compliqué, mais ça nous a permis de faire le modèle mathématique et de mettre les paramètres adéquats dans le modèle. Donc, ce que vous voyez ici, c'est le modèle mathématique qui représente les décisions à prendre de façon optimale. Donc, je vais juste ici vous présenter l'idée qui vient de la localisation des robinets, pas m'attarder sur la connexion, mais juste pour vous donner une image de ce que ça peut donner comme solution. Donc, tout dépendant des poids qu'on va mettre sur est-ce qu'on veut prioriser d'avoir un nombre minimal de robinets, est-ce qu'on veut mettre plus de poids à la valeur que les gens vont marcher dans les cas exceptionnels ou la valeur qui vont marcher dans les cas pas exceptionnels. Donc, on peut avoir différentes solutions. Je vais vous montrer 2 différentes solutions. Donc, la première solution met tout le poids sur essayer de minimiser le nombre de robinets parce que dans le fond, c'est ce que la Croix-Rouge nous avait verbalisé qu'ils voulaient, trouver une solution qui minimise le nombre de robinets tout en respectant les standards nationaux. Puis, je vais vous montrer une autre solution où on met un poids. Oui, on veut minimiser le nombre de robinets, mais on veut aussi s'assurer que les gens marchent pas le moins possible, mais marche pas trop pour pouvoir avoir accès à l'eau. Donc, sur cette image que vous voyez en vert, c'est où on voyait des maisons sur les images satellites. Puis ce que vous voyez en rose, c'est la localisation des robinets qui est proposée par le modèle d'optimisation, et ça pour les 2 solutions. Donc, si on regarde plus en détail, donc parce que pour 5% de la région à couvrir, la Croix-Rouge avait déjà commencé à mettre des robinets. Donc, ce que vous voyez ici, les diamants blancs, c'est là ils ont mis des robinets. Puis, les cercles roses représentent la solution optimale lorsqu'on minimise le nombre de robinets. Donc, ce qu'on voit, c'est que dans le fond, la Croix-Rouge ne fait pas exactement ce qu'ils
nous ont dit qu'ils voulaient faire. Mais si on regarde l'autre solution qu'on propose en mettant un poids sur s'assurer que les gens ne marchent pas trop, on voit que ça ressemble beaucoup plus à ce qu'ils font en réalité. Donc, ce que ça montre, c'est que c'est important d'itérer avec les organisations, de leur montrer des solutions pour qu'ils comprennent bien, dans le fond, quel type de décision ils veulent prendre, puis qu'est-ce qu'ils veulent en fait considérer. Donc, quand on propose différentes solutions, qu'on arrive à les visualiser, donc ça leur donne une bonne image de quelles solutions ils devraient implanter en pratique. Et là, ce que vous voyez ici, c'est lorsqu'on fait la solution complète et qu'on connecte les robinets aux sources. Donc, on fait un graphe ou plusieurs graphes qui nous permettent de connecter le réseau. Pour conclure, ce que je voudrais dire, c'est que travailler en collaboration avec les organisations humanitaires, c'est extraordinaire. Donc, ça nous permet de faire des projets qui ont de l'impact, des projets intéressants. Ça permet d'apprendre beaucoup. Mais ça vient aussi avec son lot de difficultés. L'accès aux données, le partage d'informations. Donc, c'est pas toujours facile, mais bon, lorsque tout va bien, c'est extrêmement enrichissant. Ça nous permet d'avoir des étudiants qui sont contents de leur projet. Ça nous permet d'avoir des belles publications et d'avoir un impact dans la communauté. Donc, merci beaucoup pour votre attention et profitez bien de la conférence.